Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir. Alors effectivement, quand j'ai eu l'invitation pour venir, et je suis vraiment très très contente d'être là, en fait on me demandait de parler de la notion de genre, du concept de genre et de la question des inégalités hommes-femmes, femmes-hommes. Et je me suis dit que plutôt qu'égrener tous les lieux des inégalités, en fait, entre hommes et femmes, entre femmes et hommes, c'était peut-être plus intéressant de prendre la chose à l'envers et d'essayer de comprendre pourquoi on a justement des inégalités un peu partout. Alors, je vais développer un petit peu ça. Effectivement, j'aurais pu faire un exposé qui ressemblerait à un manuel d'études de genre ou un manuel de sociologie du genre, hein, puisque moi je suis sociologue, je suis professeure de sociologie, et où on aurait vu les inégalités, par exemple, dans le monde du travail. Alors, on aurait pu parler des inégalités de salaire, on va en parler quand même un peu, du plafond de verre, etc. Après, on aurait pu faire un chapitre, un petit paragraphe sur les inégalités dans le monde domestique, avec les différences de temps passés par les hommes et les femmes aux tâches domestiques. On aurait pu parler de la politique, avec la manière dont on représente les femmes en politique, mais aussi la manière dont on représente les hommes, puisque ça a été dit en introduction, et c'est quelque chose sur laquelle je veux insister, et sur laquelle je reviendrai tout au long de l'exposé. Quand on parle de genre, on parle des inégalités et des stéréotypes qui pèsent sur les femmes, mais aussi sur les hommes. Et par exemple, quand je parle de la politique, on peut regarder la façon dont les femmes sont représentées en politique, mais il faut aussi regarder à quel modèle de virilité sont confrontés les hommes en politique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Voilà, on aurait pu comme ça décliner chaque lieu en fait de l'exercice de ces inégalités. Aussi le monde de la culture, et je reviendrai dessus, mais voilà, le 20 novembre, vous avez ici une conférence sur la place des femmes dans la création artistique. C'est aussi un exemple, bien évidemment, de l'effet de ce système de genre. Alors je me suis dit que plutôt que de décliner tout ça, champ après champ, secteur après secteur, ça pouvait être peut-être plus utile pour comprendre, en fait, de déployer cette notion de genre, ce concept de genre, qui fonctionne comme un système, en fait. Et vous voyez, si on comprend ensemble comment le genre s'élabore et comment le genre fonctionne, après tout simplement, mais assez magistralement, vous voyez, ça s'applique en fait dans l'éventail de tous les endroits de la vie. Alors ça peut paraître très déprimant. En conclusion, j'essaierai de montrer que c'est aussi autant de lieux où on peut finalement résister à ce système de genre. Donc voilà, ce que je vous propose effectivement en une petite heure, et puis après, bien évidemment, on pourra discuter, vous pourrez rebondir, contester, etc. Alors, je me suis dit, pour commencer un petit peu effectivement cet exposé, il y a quand même quelque chose qui est très flagrant dans l'espace public, l'espace médiatique, l'espace politique. C'est l'arrivée de ce mot dont on ne parlait quasiment pas auparavant, le genre. Alors, on parlait de genre en termes littéraires, les genres littéraires, on parlait de genre en termes grammaticaux, masculin, féminin, mais ce concept de genre est arrivé de façon fracassante sur la scène médiatique. Vous vous souvenez sans doute de tout ce qui a pu être dit autour de la fameuse théorie du genre, et sur ça on pourra revenir aussi. Et c'est intéressant de voir à quel moment, justement, il envahit comme ça, ce mot, la scène publique. Alors la première occurrence, le moment où on commence à en parler beaucoup dans les médias, c'est en 2011, et c'est à l'occasion, alors vous avez peut-être oublié, à l'occasion d'un changement de programme des manuels de SVT, donc les manuels de biologie, de sciences de la vie et de la Terre. Et en fait, l'introduction, donc par les inspecteurs, l'inspecteur général chargé des programmes de SVT, d'un chapitre qui s'appelait « Devenir homme-femme ». Scandale. Alors, vraiment, il y a eu des remous, vraiment des publications, etc. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est de se demander pourquoi ça fait scandale quand c'est dans un manuel de biologie. Parce que, vous voyez, donc ça c'est 2011 dans des manuels de SVT, ça faisait des années et des années
qu'on parlait de la notion d'égalité, inégalité, genre, dans des manuels de SES, de sciences économiques et sociales. Et là, il n'y avait pas de souci. Mais si on en parle dans un manuel de biologie, là, ça pose problème. Vous voyez ça déjà? C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y aurait une sorte de partition, et vous allez voir que quand on déploie la définition de genre, on comprend ce qui se passe, pourquoi il y a ça, mais il y aurait une sorte de partition qui serait que ces histoires de genre, c'est un peu l'affaire des sociologues, l'affaire des philosophes, etc. Mais en revanche, les sciences exactes, la biologie, ne travailleraient pas sur le genre, mais travailleraient sur le sexe, le corps, etc. Et puis, bien évidemment, là vous vous en souvenez, retour de la polémique à l'occasion de tous les débats et des manifestations autour de la loi pour le mariage pour tous, avec des comités de gender vigilance, des incitations à retirer les enfants de l'école et toute une polémique qui s'est développée autour des ABCD de l'égalité. Donc ça, je reviendrai dessus sur les ABC de l'égalité, et puis voilà, de démêler en fait tout ce qui s'est dit, les quiproquos, etc. Donc effectivement, le mot genre qui sort du silence et de l'indifférence, mais au prix justement de quiproquos, de procès et d'incompréhension. Alors, je voudrais commencer avec cette citation, en fait, alors elle est longue, mais je vais la lire parce que je la trouve extrêmement intéressante. Donc c'est une citation que j'ai tirée d'un livre de Christine Delphi, qui est une sociologue. Donc c'est un livre qui s'appelle L'ennemi principal, le tome 2. Donc l'ennemi principal, c'est le patriarcat pour elle. Donc l'ennemi principal, le tome 2. Ce qui est intéressant, c'est que ce livre, elle l'écrit en 2001. Enfin, il paraît au début des années 2000. Et quand on lit la citation, on se rend compte que ça illustre exactement ce qui s'est passé finalement autour de cette... Enfin, vous voyez, toutes ces manifestations autour, contre les études de genre. Alors je vais vous lire la citation. « Les défenses sans cesse renouvelées de la différence sexuelle, donc c'est elle qui met entre guillemets, ne font que confirmer l'importance du genre dans nos sociétés. Une importance sociale telle qu'elle est apparemment le fondement de notre appréhension du monde. On est obligé de faire cette hypothèse quand on observe les réactions à toute mise en cause du centre du dogme. Donc, vous voyez, dogme, c'est un mot hyper fort, hein, c'est voilà, le registre religieux. Et donc, quel est ce dogme? À savoir que la différence des sexes est donnée telle qu'elle, en deux, par la nature, et que la nature lui a aussi donné son importance, qu'on ne peut défier qu'à nos risques et périls. La moindre contestation du dogme suscite l'accablement des interlocuteurs. Mais alors, disent-ils et disent-elles, si ce que vous dites est vrai, il n'y a plus ni de haut ni de bas, ni de soleil ni de lune, ni de jour ni de nuit, ni d'oiseaux ni de fleurs, ni bien entendu d'amour. L'humanité elle-même est en péril. On dirait que le chaos les menace, et ils, elles, vous menacent du chaos. Tout se passe comme si la différence des sexes était ce qui donne sens au monde, et certains, certaines en viennent à le dire explicitement. Alors en fait, pourquoi elle m'intéresse cette citation? C'est en fait pour la phrase, mais que je vais déployer tout au long de l'exposé. La phrase, en fait, quand elle dit « la nature, la différence des sexes est donnée telle qu'elle en deux par la nature, et la nature lui a donné son importance ». Et c'est ça, en fait, qui est fondamental pour comprendre ce que sont les études de genre. C'est en fait l'idée, que je vais expliquer, hein, est-ce que cette partition, cette bipartition de l'humanité en deux, hommes et femmes, est-ce que c'est quelque chose qui vient de la nature ou est-ce que c'est social? Et est-ce que c'est la nature qui fait qu'une société doit être organisée sur cette bicatégorisation? Est-ce que c'est naturel et biologique que tout notre monde soit organisé sur le fait d'être un homme ou une femme? Alors, avant de venir dans le vif du sujet, il y a deux choses quand même qu'il faut vraiment... deux erreurs en fait que je voudrais désamorcer tout de suite et qui ont été, je pense, au fondement de toutes ces manifestations, de tous ces quiproquos en fait autour de la théorie du genre. Et donc vous vous souvenez, hein, cette expression théorie du genre qui est devenue un épouvantail autour duquel se sont multipliées des tribunes et des déclarations. Alors, première erreur, ce serait, et ça a été notamment à l'origine du rejet des ABCD de l'égalité, c'est l'idée que le genre serait synonyme de défense de l'homosexualité. Alors effectivement,
quand on travaille sur le genre, de la même façon qu'on va travailler sur les inégalités hommes-femmes dans le travail, les inégalités hommes-femmes dans l'espace domestique, les inégalités hommes-femmes en politique, on va travailler aussi sur les sexualités. Et vous voyez, travailler sur les sexualités, c'est un chapitre, en fait, des études de genre. Et les études de genre ne se résument pas, en fait, à l'étude des sexualités. Alors, bien évidemment, vous voyez, quand on travaille sur les représentations du masculin et du féminin, on est... Enfin, bien évidemment que ça traverse la sexualité, bien évidemment ça traverse les impositions, vous voyez, les assignations de rôles, etc. Mais ça ne s'y résume pas. Alors c'est extrêmement compliqué parce que, justement, le problème, c'est aussi de ne pas évacuer, quand on dit ça, tous les discours nécessaires pour lutter contre l'homophobie. Quand je vous parlais des ABCD de l'égalité, en fait, ils se sont retrouvés, moi il me semble, dans une sorte de double bind. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'étaient les ABC de l'égalité, c'était des actions qui étaient mises en place dès la maternelle, dans les classes de maternelle, et c'était pour montrer, pour éduquer les enfants, dès le plus jeune âge, aux questions justement d'égalité et aux questions de représentation et de stéréotypes. Il y a eu toute une levée de boucliers, notamment quand je parlais gender, vigilance, etc., disant que ces actions dans les classes étaient faites pour promouvoir l'homosexualité auprès des enfants. Et donc, enfin, le donc est peut-être un peu rapide, mais toujours est-il que les ABC de l'égalité ont été abandonnés. Et vous voyez, c'est terrible en fait, parce que du coup, à la fois, il y a l'importance de dire, le genre, ce n'est pas que, vous voyez, ce n'est pas que travailler sur les sexualités, et puis en même temps, là, ce qui s'est passé, c'est que ça a été évacué et on n'a pas du tout mesuré la force des discours homophobes dans la société et notamment dans les cours de récréation où c'est un espace extrêmement difficile pour les enfants. Donc vous voyez, ça on pourra revenir dessus, mais première mise en garde, première erreur, le genre, ce n'est pas la défense de l'homosexualité. Ça traite la sexualité comme les autres espaces, enfin comme les autres formes de sexualité, et donc on pourra, voilà, avec aussi des histoires de domination, de rapports de pouvoir, etc. Mais il faut faire attention à la fois à ne pas, vous voyez, comme voilà, résumer, et en même temps à ne pas évacuer. Deuxième erreur qui est extrêmement importante, c'est que les études de genre, elles ont été accusées de nier les différences. Donc là, vous avez peut-être aussi souvenir de ce qui a pu être dit, cette idée que, en fait, on disait que les hommes et les femmes étaient pareils, que les garçons et les filles étaient pareils, qu'il n'y avait pas de différence, et puis que c'était chacun comme il voulait, etc. Que chacun était libre de choisir. Ce qui est intéressant, c'est de regarder, en fait, la réponse qui avait été faite par des sociologues, donc au ministre de l'époque, qui était Vincent Payon, et qui justement avait dit, si le genre, c'est nier les différences, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il disait ça de façon assez abrupte, et il y avait une réponse qui avait été faite dans Libération. Donc je vais vous la lire aussi, parce qu'elle montre vraiment ce qui est important de mesurer. N'en déplaise à leurs contempteurs, les études sur le genre ne cherchent pas à montrer qu'il n'existe pas de différence physiologique entre les personnes. Leur prêter un tel dessein est aussi absurde que de penser que les études sur le racisme auraient pour objectif de démontrer que la couleur de peau n'existe pas. Ce que les études sur le genre ont montré, en revanche, comme les études sur les rapports sociaux de race, c'est que les multiples différences physiologiques entre les personnes sont toujours perçues à travers un filtre social qui interprète, classe, dichotomise, hiérarchise et transforme. Alors vous voyez le parallèle avec le racisme, il est extrêmement fort pour comprendre en fait ce que sont les études de genre. Vous voyez, quand ils expliquent, donc les auteurs et les autrices de cette tribune, que quand on travaille sur le racisme, on ne nie pas les différences de couleur de peau. En fait, sur quoi travaillent les gens qui travaillent sur le racisme? C'est sur le mécanisme qui va faire qu'à partir de différences de couleur de peau, on va créer des hiérarchies, on va créer des pouvoirs, on va créer des obligations, des interdictions. Le genre, c'est pareil. Jamais les études de genre disent que tous les corps sont pareils. Vous voyez, quand même... En revanche, l'interrogation que se posent les gens qui travaillent en études de genre, c'est de se dire pourquoi, sur une différence biologique qui est
Ben, certaines ont un vagin, d'autres ont un pénis, d'autres... Pourquoi, à partir de ça, on va créer des obligations, des interdictions, des assignations, des hiérarchies, des pouvoirs, etc. Donc vous voyez, c'est un peu le même mécanisme et qui permet de comprendre. Donc ça, voilà, c'est vraiment les deux choses qui, à mon avis, qui sont importantes à dire en introduction, et je vais bien évidemment revenir et développer dessus. Mais c'est deux choses qui ont été quand même l'objet, pour le coup, de méconnaissance de la part des politiques qui étaient en place, et du coup de gâchis. Enfin, les ABCD de l'égalité, pour moi, ça a été un vrai gâchis de les supprimer de l'école, enfin, voilà, de l'école maternelle, de l'école primaire. C'était l'endroit où on socialisait enfin les enfants à cette question-là. Et pour vous donner un exemple d'exercice qui était donné, donc moi j'ai retrouvé des fiches sur internet. Il y avait par exemple une photo, un portrait de Louis XIV, et c'était de montrer aux enfants que des rois avaient pu avoir des bijoux, vous voyez, des longs cheveux, etc. Il y avait une photo de Victor Hugo avec ses petits-enfants, un petit garçon, une petite fille, et ils étaient habillés pareil. Ils avaient tous les deux des boucles, ils avaient tous les deux des blouses de dentelle. Et donc vous voyez, c'était de faire un exercice de relativisation auprès des enfants en disant ce que vous pensez être le masculin, le féminin, ça change selon les endroits du monde. Il y a des endroits du monde où les hommes mettent des robes. Ah bah oui, oui. Il y a des endroits du monde où, etc., etc. Et puis des temps de l'histoire. Donc voilà, ça c'est pour l'introduction. Et pour revenir du coup sur vraiment mon essai d'explication de ce que c'est que le genre. Ça, c'est une introduction en fait donc, du manuel des études de genre de Laure Bérény. Alors Laure Bérény et ses co-auteurs et co-autrices, c'était également les signataires de la tribune de Libération que je vous ai montré juste avant. Et donc je trouve que là, cette introduction, ils commencent comme ça leur livre, et ça montre bien ce que je disais tout à l'heure, l'ampleur, vous voyez, l'éventail de l'application de ce système en fait. Pourquoi offre-t-on des poupées aux filles et des voitures aux garçons ? Pourquoi les femmes gagnent-elles moins que les hommes? Comment expliquer qu'elles effectuent 2/3 du travail domestique? Pourquoi est-ce mal vu pour un homme d'être efféminé? Le pouvoir est-il intrinsèquement masculin? Et en fait, ce que j'aime bien dans cette énumération-là, c'est qu'à la fois, vous avez des choses qui pourraient paraître des détails. Vous voyez, les jouets. Voilà. Parfois, vous voyez, c'est une objection qu'on fait aux études de genre qui est, ouais, mais enfin bon, il y a peut-être des choses plus importantes que de s'occuper des jouets ou de s'occuper des chaussons roses et des chaussons bleus, etc. Donc, elle mélange en fait à la fois ce qui peut paraître des petites anecdotes, voilà, quels jouets on offre aux enfants, et puis mettre dans la même énumération le pouvoir avec une majuscule. Ça montre bien que c'est la même chose. Vous voyez que finalement, c'est une pelote, et quand vous tirez un fil, on ne peut pas séparer la réflexion des jouets de la réflexion sur le pouvoir. C'est la même chose. Même si ça paraît complètement, vous voyez, deux ordres de grandeur différents, on est sur la même chose. Et puis aussi, ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est ce que je disais tout à l'heure, pourquoi est-ce mal vu pour un homme d'être efféminé? C'est aussi prendre, vous voyez, l'imposition de ces stéréotypes aussi sur les petits garçons et sur les hommes. Et de ne pas penser que... quand je dis ne pas penser qu'aux femmes, bien évidemment, les inégalités dans le monde social sont les femmes qui en payent le plus gros prix. Ça, il faut le dire d'emblée et tout de suite. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas réfléchir au genre comme un système qui s'applique sur tous les individus. Alors, pour comprendre un petit peu comment ça marche, tout ça, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de reprendre un petit peu, alors très rapidement, je ne vais pas faire un cours d'histoire du concept de genre, mais je pense que c'est important de regarder les différents moments de la définition du genre, parce que ça explique où on en est aujourd'hui et pourquoi ça peut paraître si perturbant, en fait. Vous voyez, quand on prend l'actualité des études de genre et qu'on n'a pas tout le recul, on peut se dire, mais de quoi ça parle, en fait? Qu'est-ce qu'ils racontent, en fait, ces gens? Et quand on remet dans l'histoire, en fait, je trouve qu'on voit, en fait, l'évolution. Et le fait que les études de genre, sont des sciences. On travaille scientifiquement, et donc, comme chaque science, on avance aussi d'enquête par enquête et de découverte en découverte, et on complète et on amende, et finalement, vous voyez, quand on disait la théorie du genre, là aussi, il y a peut-être eu
un coup en fait de balancer le bain, le bébé, le canard en plastique avec l'eau du bain, parce que c'était pas honteux de dire que dans le genre il y a des théories, comme dans chaque science en fait. Après on les prouve, on les éprouve, enfin, vous voyez, il y a de la vérification empirique, mais bien évidemment qu'on avance aussi de façon scientifique. Alors en fait, pour regarder un petit peu cette évolution, il y a 3 moments, donc je vais être très rapide, hein, si vous voulez encore une fois approfondir, je pourrais vous donner après des références de livres qui détaillent en fait ces 3 moments de la définition. Il y a le moment qu'on appelle le moment anthropologique, le moment psychiatrique et le moment sociologique et historique. Alors le premier moment, c'est le moment anthropologique. Alors souvent en sociologie, c'est l'anthropologie et c'est l'histoire qui mettent les premières bases. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi en sociologie du corps, et de la même façon, sur le corps, c'est l'anthropologie et l'histoire qui arrivent en premier. Alors, pourquoi? C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure sur les ABCD de l'égalité. Quand vous montrez que les choses que vous pensez évidentes, que vous pensez naturelles dans votre société, sont différentes dans d'autres sociétés, ou ont été différentes dans d'autres temps, bah, ça prouve que c'est pas naturel. Oui, tout simplement, ça prouve que c'est pas universel, ça prouve que c'est pas évident, etc. Donc en fait, cette anthropologue-là, dont vous avez le portrait, c'est Margaret Mead. Et Margaret Mead, donc c'était une Américaine qui allait étudier des sociétés en Océanie. Alors c'est intéressant parce que tous ces travaux anthropologiques, c'est aussi première moitié du XXe siècle. Et donc ça a été très important, toute cette anthropologie, pour lutter aussi contre les théories nazies. Vous voyez, en disant justement ces théories raciales et en montrant le poids de la culture et le poids de la socialisation plutôt que des soi-disant caractéristiques génétiques ou biologiques. Donc Margaret Mead, elle va en Océanie et elle étudie 3 sociétés traditionnelles. Donc il y a les Arapèches, il y a les Mundungumor et les Chamboulis. Alors je ne vais pas vous dire qui fait quoi, mais ce qu'elle se rend compte, c'est que alors qu'elle part, donc américaine, hein, vous voyez américaine des années 30, dans une société américaine, vous imaginez bien comment c'était, les femmes à la maison dans l'espace domestique et les hommes qui, eux, travaillaient, virils, etc. Et elle se rend compte qu'en fait, dans les sociétés qu'elle étudie, ces sociétés qu'elle visite en Océanie, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que chez les Arapèches, par exemple, la douceur et l'altruisme, ce sont des valeurs qui sont transversales au masculin et au féminin, aux hommes et aux femmes. Chez les Mundungumor, en fait, c'est l'inverse. La violence et l'individualisme sont transversaux. Et puis, 3e exemple, les Chamboulis, bah là, c'est l'inverse. Ce sont les femmes qui ont le pouvoir, qui détiennent le pouvoir, et les hommes pour qui il est légitime d'être sensible. Vous voyez, ça c'est incroyable. Donc, aujourd'hui, ça peut paraître acquis, cette idée que les caractères ne sont peut-être pas biologiques, mais là, on est dans les années 30 quand même. Et donc, elle revient aux États-Unis et elle écrit « Il nous est maintenant permis d'affirmer que les traits de caractère que nous qualifions de masculin ou de féminin sont, pour un grand nombre d'entre eux, sinon en totalité, déterminés par le sexe d'une façon aussi superficielle que le sont les vêtements, les manières ou la coiffure qu'une époque assigne à l'un ou à l'autre sexe. Quand nous opposons le comportement typique de l'homme ou de la femme arapèche à celui non atypique de l'homme ou de la femme Mundungumor, l'un et l'autre apparaissent de toute évidence être le résultat d'un conditionnement social. » Alors, je dis ça paraît évident, mais plein de fois on entend encore « Ah oui, mais bon, elle a besoin de se dépenser, c'est normal, c'est un garçon. » Non, mais elle est douce, elle est gentille, c'est normal, c'est une fille. Donc vous voyez, ça, déjà dans les années 30, Margaret Mead, elle dit, ah non, voilà, être doux, gentil ou violent, c'est social et c'est pas des caractéristiques biologiques des hommes ou des femmes, des petits garçons ou des petites filles ou inversement. Deuxième moment, je vous ai dit, donc ça c'était le moment anthropologique. Le deuxième moment, c'est un moment qui est assez délicat en fait aujourd'hui pour les études de genre et je vais vous expliquer pourquoi. C'est le moment qu'on appelle le moment psychiatrique. Donc là, de la même façon, il y a deux noms en fait
qui ont marqué les études de genre parce qu'ils ont inventé, en fait, le mot genre, le mot gender. Donc, c'était deux Américains, un qui s'appelait John Money, donc comme l'argent, M-O-N-E-Y, et un qui s'appelait Robert Stoller, et ils étaient psychiatres, sexologues, etc. Eux, sur quoi ils travaillaient, donc je vais vous expliquer sur quoi ils travaillaient, ce qu'ils ont trouvé, et après, pourquoi c'est un héritage qui est difficile, en fait. Donc, eux travaillaient sur ce qu'ils appelaient, en fait, et là, vous allez avoir la clé de la difficulté de l'héritage et du changement aujourd'hui, enfin, depuis ce temps-là des études de genre. Ils travaillaient sur ce qu'ils appelaient les pathologies, en fait, de la sexuation, et notamment les personnes qui sont transsexuelles et les personnes homosexuelles. Donc, vous voyez, eux, là, on appelait ça pathologie. Donc, c'est là où je disais qu'aujourd'hui, en études de genre, on ne va pas dire que ce sont des pathologies. Mais ce qu'ils ont apporté, en fait, c'est cette idée que une personne, et c'est comme ça qu'ils vont inventer le mot gender identity, qu'une personne peut avoir un corps de femme et dans la tête, donc voilà, un corps, et dans la tête, se sentir être retrouvé. Et c'est ça la gender identity, c'est l'idée que vous pouvez avoir dans votre tête une identité de genre qui n'est pas en accord avec votre corps. Là où je disais la démarcation avec les études de genre aujourd'hui, c'est que pour Stoller et Money, c'est pas normal. C'est-à-dire que du coup, il faut réaligner tout. Donc il faut opérer le corps. Voyez ? C'est-à-dire que si dans votre tête, voilà, j'ai un corps de femme, dans ma tête je me sens homme, donc il y a une avancée qui est de dire, bon, on reconnaît que ça existe, mais la seule solution envisageable, c'est d'opérer pour que tout à nouveau concorde. Donc, c'est là où je disais qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette idée que corps, etc., doivent être alignés. Donc ça, c'était le deuxième moment, le moment psychiatrique, donc qui est quand même important parce qu'ils inventent ce mot. Et puis, troisième moment, c'est le moment des sociologues et des historiens, avec quelque chose qui est extrêmement important, qui est en fait les deux étapes de la définition actuelle. Alors, la définition actuelle, elle est en deux temps. La première, donc vous allez voir, ça reprend un peu Margaret Mead, mais Margaret Mead, vous voyez, elle parlait des caractères. Là, les sociologues et les historiens, ils vont parler des rôles dans la société. Alors, c'est quelque chose qui est très simple à comprendre, c'est l'idée que ces différences de caractère, enfin, justement, l'idée qui était commune, était l'idée que les différences de caractère, le fait d'être douce, gentille quand vous êtes une femme et d'être ambitieux, etc., énergique quand vous êtes un homme, ça entraînerait des compétences et des appétences différentes. Pour faire un exemple très simple, parce que la femme, biologiquement, est celle qui peut porter des enfants, ça voudrait dire que toutes les femmes ont envie d'avoir des enfants et ça voudrait dire que toutes les femmes sont hyper adaptées pour s'occuper des enfants. Et inversement, ça voudrait dire que les hommes c'est pas un truc qui est... vous voyez que comme c'est pas eux qui portent les enfants, que biologiquement ils sont pas faits pour avoir envie d'enfants et qu'eux ils sauraient pas s'en occuper. Alors là, bien évidemment, c'est là-dessus que les sociologues et les historiens ils ont travaillé, en disant que ces rôles, en fait, ils sont construits, ils sont imposés par la société. Et donc la première étape de la définition, elle est très simple, c'est la différence entre dire masculin-féminin et puis dire de quelqu'un, de quelqu'une, qu'elle est féminine ou dire de quelqu'un qu'il est viril. Vous voyez la différence? Masculin-féminin, on est sur des corps, c'est le sexe, et viril, féminin, alors féminin, justement, on n'a pas on pourrait dire elle est féminine, là on est sur un adjectif qui relève du genre. Ça, c'est la première étape, et puis vous verrez qu'après, ça a évolué, et c'est là où je disais qu'on en est encore à une étape supérieure. Enfin, une étape plus complexe, en fait. Et puis, le deuxième, donc voilà, premier élément, on a des différences qui sont construites socialement. Et deuxième élément, et ça, c'est extrêmement important, parce que ça explique comment on va passer de différence à des inégalités. Une différence, c'est pas une inégalité, vous voyez, en tant que telle. Une différence, c'est une différence. Le contraire de différence, c'est identité. Le contraire d'égalité, c'est inégalité. Et en fait, le passage de la différence à l'inégalité, c'est parce que sur cette construction sociale, on va avoir un rapport de pouvoir qui va être créé. Vous voyez ? Le jour où s'occuper des enfants, ça sera aussi bien valorisé dans la société,
aussi bien rémunérer que diriger une entreprise, il n'y aura plus de rapport de pouvoir. Ouais, il n'y aura plus de place différente dans la hiérarchie. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais ça, je reviendrai aussi dessus. Alors, si on réfléchit, puis après c'est fini pour la théorie et il n'y aura que des exemples pour mieux expliquer. J'espère que c'est pas trop... voilà, je me suis dit que c'est important d'avoir quand même bien ce que sont ces définitions du concept de genre, puis après on verra comment ça s'applique dans la société. Mais ça, c'est fondamental pour comprendre justement le système, quand je parlais du système de genre. Alors, qu'est-ce que le genre? 4 axes pour le comprendre. Premier axe, c'est ce qu'on appelle la posture constructiviste. La posture constructiviste, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. C'est l'idée que le genre, c'est une construction sociale. Vous voyez, qu'à partir de données biologiques, on va avoir tout un travail de la société qui va assigner, en fait, les places des unes et des autres. Donc c'est l'idée qu'il n'y a pas d'essence de la féminité, il n'y a pas d'essence de la masculinité, mais c'est un apprentissage tout au long de la vie. Et c'est même avant même qu'on soit né, puisque, vous voyez, il suffit de penser, dès qu'on voit une femme enceinte, il bouge, vous voyez, il n'arrête pas de remuer, ça va être un garçon. Et tout ce qu'on va projeter comme ça, avant que l'enfant soit né. Donc, et ça continue tout au long de la vie. On a des rappels à l'ordre de ce que doit être une femme, ce que doit être un garçon, t'es passive, etc. Et ça, je donnerai des exemples. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est ce qui fait qu'on fait de la sociologie, en fait. Ouais, c'est cette idée de la force du social. Deuxième axe, qui est aussi très important, c'est la perspective relationnelle. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'idée qu'on ne peut pas travailler sur le genre si on ne travaille que sur les femmes ou que sur les hommes. Vous voyez, dire qu'une activité, par exemple, est dévalorisée, on ne peut le comprendre que dans le système qui va faire qu'une autre activité va être valorisée. Vous voyez, on est toujours, une hiérarchie, ça fonctionne toujours en relation. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est la perspective relationnelle, tout simplement. Troisième aspect, j'en ai parlé aussi, là c'est juste un petit bilan de cette première partie un peu théorique que je vous ai faite, c'est le rapport de pouvoir. Donc c'est exactement ce que je disais, c'est on a des stéréotypes, il y a des stéréotypes, et ces stéréotypes, ils sont classés en fait. Il y a des, le masculin, le féminin, on a une hiérarchie en fait des assignations et des rôles. Ça c'est extrêmement important, parce que ça permet de comprendre que quand on travaille sur le genre, c'est pas une histoire de guerre des sexes entre les hommes et les femmes. Et c'est cette idée de rapport de pouvoir qui permet de comprendre ça. En fait, il faut comprendre que ce système de genre, on pourrait dire domination masculine, mais cette domination masculine, elle pèse sur les individus masculins qui composent la société. Les petits garçons dans la cour de récré, les hommes dans la société, ils sont eux aussi soumis à la domination masculine. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment important parce que c'est réfléchir encore une fois en termes de système de genre et pas en termes de deux pôles masculin-féminin qui seraient opposés ou en guerre, etc. Et puis, dernier point, et là aussi c'est très important, c'est l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est replacer le genre dans l'ensemble des rapports de pouvoir d'une société. Est-ce qu'il vaut mieux être un homme noir, homosexuel, pauvre, de tel endroit du monde où la mortalité elle est à 20 ans, ou est-ce qu'il vaut mieux être une femme blanche, hétérosexuelle, bourgeoise, etc., etc. Donc l'intersectionnalité, c'est se dire que les rapports de pouvoir, ils s'articulent entre eux. Est-ce qu'une femme noire, elle est dans la même situation qu'une femme blanche? Vous voyez? Est-ce qu'on n'a pas des reports de pouvoir des femmes blanches sur les femmes noires, etc., etc., etc. Donc ça, c'est extrêmement important parce que c'est prendre la complexité d'une société. On peut parler de l'âge, on peut parler de tout ça, tout ce qui fait qu'on est pris dans des systèmes de petites boîtes tout le temps qui se croisent, s'entrecroisent, etc. Parfois se compensent, parfois s'additionnent, etc. Donc voilà, et on arrive à une définition finale, je vous ai mise là, mais ça reprend un peu tout ce que j'ai dit, un système de bicatégorisation hiérarchisé, donc rapport de pouvoir, entre des sexes et entre des valeurs et représentations
qui leur sont associés. Alors du coup, j'allais un peu vite sur la dernière partie, la deuxième partie, qui est que faire? Bon, c'est bien beau la théorie, mais qu'est-ce qu'on peut faire finalement quand on est sociologue? Et c'est des exemples que maintenant je vais vous montrer. Et que faire pour justement pas avoir non plus l'impression qu'on est face à un rouleau compresseur qui ferait qu'on ne pourra pas y échapper et que jamais rien ne changera. Parce que c'est parfois aussi l'impression, enfin, vous voyez, de la lourdeur de ce système de genre que ça peut donner. Alors, premier travail des sociologues, montrer les effets, montrer les inégalités, montrer les discriminations, donner les écarts de salaire. Et là, c'est une phrase que j'aime beaucoup, en fait, qui est d'une chercheuse canadienne qui s'appelle Laurie Saint-Martin, et elle dit « compter pour que les femmes comptent ». Alors, compter pour que les femmes comptent, c'est tout simplement, par exemple, vous voyez, la place des femmes dans la création artistique, c'est de les compter et de se dire, et souvent quand on les compte, on se rend compte qu'on pensait toujours qu'il y en avait plus qu'il n'y en a. Vous voyez, de la même façon, les femmes en politique, on pense toujours qu'il y en a plus qu'il n'y en a. Il y a eu des études qui ont été faites sur des débats télévisés, et donc on montrait un débat aux gens, et puis on leur disait après, il y avait combien de femmes? Et les gens, aux réponses de certaines personnes disant il y avait la moitié d'hommes et de femmes, quand on comptait, il y avait un tiers de femmes. Voyez, et on surestime toujours, dès qu'il y a un peu de femmes, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, tellement on est habitué de ne pas en voir du tout. Donc vous voyez, compter pour que les femmes comptent, c'est vraiment important. Deuxième point, et c'est ça aussi, les exemples que je vais vous donner maintenant, expliquer le mécanisme qui aboutit à cette discrimination et à ces inégalités. Et là, c'est ce qu'on appelle les socialisations. Travailler sur les socialisations. Sur tout ce travail dont je parlais tout à l'heure, incessant de la société, dès le plus jeune âge, mais avant même la naissance, et tout au long de la vie, qui fait qu'on vous rappelle toujours quelle place est la vôtre. Et on vous la rappelle tellement qu'on oublie que c'est social et on pense que c'est naturel. Vous voyez, il y a une expression que je trouve qui est vraiment adaptée, c'est l'évidence du naturel et le naturel de l'évidence. Et c'est exactement ça, l'évidence du naturel. Sauf qu'en fait, c'est pas naturel. C'est tellement incorporé. Alors, quelques exemples qui vont reprendre des choses que vous connaissez déjà. Donc, j'ai les paroles, les espaces, les objets. On va commencer par les objets. Bon, classique. Voilà, classique. Et malheureusement, ça va être la période. Là, vous allez pouvoir faire vos études vous-même dans tous les catalogues de jouets que vous allez avoir dans vos boîtes à lettres. Une page où vous avez, donc vous voyez, une page où il n'y a que des garçons, une page où il n'y a que des petites filles, des petits garçons et des petites filles. Et là, vous voyez les activités différentes proposées aux garçons et aux filles. Alors, je ne parle même pas des couleurs, les couleurs bleues et roses, dont les historiens, et notamment Michel Pastoureau, montrent qu'elles sont historiquement datées. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le bleu, c'était la couleur des petites filles, parce que c'est la couleur de la robe de la Vierge Marie. Et le rose, donc c'était un rose un peu pourpre-violet, c'était la couleur des hommes, parce que c'était un des pigments qui coûtait le plus cher. Voyez. Donc, et puis ça s'est renversé, en fait, avec le merchandising Père Noël, etc. Mais là, vous voyez des petits garçons qui ont une action. Alors, ils sont en train de travailler, ils ont une action sur le monde. Et des petites filles qui, elles, sont dans le care. Vous voyez cette fameuse notion de douceur, d'altruisme, etc. Deux autres pages pour vous montrer exactement la même chose. Ça, ces catalogues-là, je les avais récupérés il y a 2 ans. Donc, vous voyez, ce n'est pas des catalogues des années 60. C'est vraiment des choses hyper actuelles. Là, de la même façon, des petits garçons, alors sauf à avoir un hyper grand appartement, pour faire de la petite voiture, du tricycle, etc., on va dehors, a priori. Vous voyez, sauf si vous avez vraiment des grands couloirs, etc. Donc, vous voyez, des petits garçons qui sont là aussi projetés sur l'extérieur, vous voyez, sur l'espace public. Et les petites filles, elles qui étaient avec, vous voyez, on n'a aucune petite fille qui est avec ses tracteurs, Et là, ce que j'aime bien, c'est la page d'à côté. Donc, on peut se dire, c'est 2 chariots, c'est le même jouet. Pour le petit garçon, c'est un chariot médical, un chariot de médecin. Pour la petite fille, c'est un chariot de femme de ménage. Voilà. Alors, vous voyez, en même temps, c'est drôle, et puis en même temps, on se dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a et quand je parlais de hiérarchie, vous voyez, c'est même pas la peine de dire quel métier est le plus valorisé par le salaire, etc., etc.
Autre exemple d'objet, bah, les vêtements, avec des petits bodys. Là, j'ai encore la photo, mais ils ont été retirés. Ça, c'est quand même une force des réseaux sociaux. C'était des bodys petits bateaux. Et ça a fait un tel tollé sur les réseaux sociaux qu'ils ont retiré les bodys de la vente. Alors, regardez ce qui était marqué sur le body. Alors, je ne vais pas dire petite fille, mais n'empêche que tous les adjectifs sont au féminin. Donc, bon, c'est quand même un indice. Jolie, têtue, rigolote, coquette, amoureuse, mignonne, belle, je sais plus, gourmande, douce, élégante, etc. Et pour le petit garçon, tout est au masculin. Courageux, fort, fier, robuste, vaillant, rusé, habile, déterminé, cool. Donc vous voyez là aussi. Et il faut dire quand même c'est des bodys pour enfants. Donc c'est comme si c'était un tatouage que l'on met. Enfin vous voyez, c'est hyper fort quand même sur l'incorporation de l'adjectif qu'on va mettre tout contre la peau. Et là c'est une gamme qui pour le coup n'a pas été retirée, qui est un vrai succès Donc c'est des bavoirs. Donc, quand vous êtes un petit garçon, plus tard je serai super héros. Quand vous êtes une petite fille, plus tard je serai super fashion. Et regardez la position du corps. Vous voyez comment le petit garçon et la petite fille sont dessinés. Vous avez un petit garçon qui est effectivement dans une position de super héros, mais vraiment de conquête par rapport à l'extérieur, hein, finalement, voilà, avec sa voiture, etc. Et puis une petite fille qui, elle, vous voyez le déhanchement qu'on va retrouver dans les clips, etc., etc. Puis j'en ai d'autres exemples. Vous pouvez aller voir sur Internet, il y en a plein. Plus tard, je serai la reine du shopping. Plus tard, je serai super cuisinière. Et il n'existe pas en masculin. Vous voyez, après, vous pourriez dire, ouais, mais bon, elle a pris que les trucs qui l'arrangeaient. Il n'y a pas, plus tard, je serai le roi du shopping, ou plus tard, je serai super cuisinier, etc. En revanche, quand vous êtes un garçon, puis encore la même posture hyper affirmée par rapport au monde, plus tard, je serai boss, pro du basket, et je serai champion du monde. Alors, vous voyez, quand je disais tout à l'heure l'imposition pour les garçons, c'est pas simple hein, pour un petit garçon de devoir être champion du monde et super boss et roi du monde, et etc., etc. Et ça aussi, hein, il faut le voir, encore une fois, dans les deux sens. Hein. Quelle imposition, en fait, ça donne aux deux catégories. Ça, c'est pas un montage, c'est une artiste qui s'appelle Jeong Mi-yoon, et qui a demandé, elle a fait ça, donc c'était en Corée, et puis elle a fait les mêmes photos aux États-Unis. Elle a demandé aux parents de mettre toutes les affaires de leurs enfants, vous voyez, d'exposer ainsi toutes les affaires d'enfants. Donc vous voyez là, toutes les affaires là, c'est les affaires de cette petite fille, toute rose. Et alors ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est cette photo-là, parce que, vous voyez, encore une fois, l'idée, c'est pas de dire que les petites filles n'ont pas à mettre du rose ou que les petits garçons n'ont pas à mettre du bleu. Mais ce qui est flagrant dans ces photos, c'est la séparation des univers. Vous voyez, c'est l'idée que vous avez que du rose d'un côté et que du bleu de l'autre. Et vous voyez, là, en haut, la petite fille, elle est complètement écrabouillée par cette déferlante de rose. Et un petit point aussi sur lequel je reviendrai, donc si j'ai pas le temps, je préfère le dire tout de suite, pour montrer aussi l'imposition sur les garçons. Pour qui est-ce que c'est le plus difficile d'avoir les affaires de l'autre couleur? Vous voyez, une petite fille, elle peut avoir du bleu. Un petit garçon, qu'est-ce qui arrive tout de suite quand on met un petit garçon avec du rose, etc. C'est l'homophobie. Vous voyez, c'est tout de suite l'idée, etc., etc. Donc là aussi, c'est important vraiment à avoir en tête ça, hein, que les transgressions ne sont pas équivalentes pour tout le monde. Et pourquoi elles ne sont pas équivalentes pour tout le monde? Ça renvoie à ce que je disais sur la hiérarchie. Comme le masculin est au-dessus, enfin, vous voyez, est classé au-dessus du féminin, une fille, elle va gagner à aller sur les terres du masculin. Un garçon manqué, quand vous dites d'une fille c'est un garçon manqué, c'est pas grave, c'est un peu valorisé, vous voyez. Quand vous regardez un peu ce que racontent moi j'avais fait une enquête sur les écrivaines et elles disent ouais, moi j'étais garçon manqué, etc. Vous voyez, quand on a beaucoup de capitaux culturels, scolaires, etc., il y a presque un plus à être un garçon manqué. En revanche, et la preuve, ça n'existe pas l'équivalent pour un garçon. Vous voyez, si vous êtes un garçon, on va dire quoi? Il est efféminé. Et efféminé et garçon manqué, c'est pas la même valeur en fait. Donc vous voyez, la hiérarchie, ça se paye. Hein. Enfin, la position dominante, ça se paye. Et là, c'est pour vous montrer ce que je disais tout à l'heure, hein, que le rose, pendant très longtemps, ça a été la couleur de la virilité.
Alors là, mince, j'ai oublié quel roi c'était, mais c'est un... Je suis désolée, j'ai oublié de noter qui c'était. Mais bon, c'est un portrait d'un roi. Et vous voyez qu'il est rose. Et ça aussi, vous voyez, c'était des images qui étaient intéressantes à montrer aux petits garçons. De dire, bah voilà, on pouvait être un roi guerrier et être habillé en rose. Et il n'y avait aucun coût payé à la virilité à être habillé comme ça. Aussi pour vous montrer l'évolution et cette idée assez troublante qui est que finalement, sur les représentations et sur les catégorisations, c'est pire aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Ça, c'est une publicité, alors de moi quand j'étais, enfin c'est pas moi sur la photo, hein, mais de mon temps, quand j'étais petite. Et on avait des publicités où, pour le coup, eh ben, les publicités Lego, elles n'étaient pas toutes en rose, etc. Aujourd'hui, vous allez voir un autre exemple qui va vous montrer l'évolution. C'est l'évolution sur 30 ans de Charlotte aux fraises. Et voilà, Charlotte aux fraises dans les années 80, bah, regardez comment elle est habillée, regardez son corps, regardez ses pieds. Et puis regardez Charlotte aux fraises dans les années 2010. Elle a des longs cheveux. Moi j'ai eu deux filles, enfin j'ai eu un garçon et deux filles. Et j'ai eu une fille qui a eu la Charlotte aux fraises de 2000, celle avec son grand chapeau, etc. Là, vous voyez, celle de 2002. Et j'ai eu une fille qui est née en 2005. Et donc, voilà, je lui rachète des livres et je rachète des livres de Charlotte aux fraises. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas la même série, vous voyez. Et c'est pour ça que j'ai recherché un peu l'évolution des images de Charlotte aux fraises. Et vous voyez que la Charlotte aux fraises de 2010, eh ben, enfin, vous voyez la posture que je vous montrais tout à l'heure sur le bavoir, comment elle se tient, regardez son corps, c'est devenu un corps de jeune fille, les cheveux qui ont poussé, bon en 30 ans ça a eu le temps de pousser, mais quand même, ça veut bien dire autre chose. Et donc vous voyez un modèle qui est complètement différent de celui des années 80. Un autre exemple, pour vous montrer aussi l'évolution, la bibliothèque rose, la bibliothèque verte. Moi de mon temps, moi je suis née en 69, de mon temps, la bibliothèque rose, c'était pour les plus jeunes, et la bibliothèque verte, c'était pour les plus âgés. Aujourd'hui, si vous regardez bibliothèque rose, bibliothèque verte, bibliothèque rose, c'est pour les filles, bibliothèque verte, c'est pour les garçons. Alors vous pourriez dire, bah oui, mais bon, c'est pas parce qu'il y a une princesse en couverture que ça veut dire que c'est pour les filles. Sauf que quand vous regardez l'explication des collections, c'est marqué pour celles qui aiment les princesses, les contes de fées, etc. Pour celles qui aiment les chevaux, l'équitation, pour celles qui aiment les chansons. Et pour les garçons, c'est pour ceux qui aiment l'aventure, etc. Donc vous voyez déjà une partition et plus du tout un partage des mêmes lectures selon les âges. Et non seulement ça, mais quand après vous regardez à l'intérieur des catégories, pour les filles, il y a un éventail très très large de titres. Pour les garçons, il n'y a quasi rien. Alors par exemple, vous voyez, quand moi j'étais jeune, Oui Oui, des titres comme Oui Oui, des titres comme Franklin, la tortue, etc. C'était en bibliothèque rose, c'était pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est toujours en bibliothèque rose, mais du coup, c'est que pour les filles. Donc vous voyez, il y a aussi du coup un resserrement de l'éventail des lectures qui sont proposées aux garçons. Et il se trouve que moi, je fais des enquêtes pour le ministère de la Culture, donc en sociologie de la culture, et effectivement, on voit que les garçons lisent beaucoup moins que les filles. Mais en même temps, et vous voyez, il y a un cercle vicieux. Ils lisent moins, donc ils ont moins de livres. Ils ont moins de livres, donc ils lisent moins. Enfin, vous voyez comment tout ça s'alimente l'un l'autre. Oui, donc ça, c'était des exemples de la première. Vous voyez, pour celles qui adorent les histoires de fées, de princesses et de chevaux. Un petit garçon qui a envie de lire une histoire de princesse ou de chevaux, il voit pour celle. Vous voyez, donc c'est quand même un sacré truc d'aller contre ça, de se dire, bon c'est marqué pour celle, mais je vais quand même y aller. Quand on a 6-7 ans, ou 7-8 ans, voilà. Hein, et puis les copains, qu'est-ce qu'ils vont dire si les copains ou les parents, vous voyez, voilà, des parents qui vont dire, bah non, tu vois bien, c'est pour les filles, c'est pas pour toi. Donc tout ça, c'est... Et pour ceux qui aiment les aventures, les découvertes et les jeux vidéo. Et là, encore une fois, une fille, à mon avis, elle pourra plus facilement y aller. Parce que bon, c'est un garçon manqué. Mais l'inverse sera plus difficile. Alors, mon dernier exemple, en fait, c'est un exemple sur lequel j'avais travaillé en détail, qui est les encyclopédies sur le corps destinées aux enfants. Alors, je vais y aller assez vite, mais c'est pour vous montrer la force dans la socialisation de ces objets
Alors, vous voyez, ce genre de livre, on va l'acheter en se disant, parfait, c'est Larousse, c'est encyclopédie, c'est scientifique, tout va bien. Et vous allez voir comment, en fait, on va traiter, comment on va expliquer le corps aux petits garçons et aux petites filles, et toutes les valeurs, les assignations que vous allez voir émerger derrière. Alors déjà, bon voilà, le corps, etc. Et puis alors j'ai mis plusieurs couvertures hein, pour vous montrer que ça va toucher tous les âges. On a pour les petits, on a pour les plus grands, c'est quelque chose qui est assez général. Avec Il était une fois la vie. Donc là, je ne sais pas quelle génération a été épargnée par Il était une fois la vie, soit en dessin animé, soit en livre. Mais moi, j'adorais quand j'étais petite. Et c'est quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je me suis dit, oh là là. Donc vous allez voir pourquoi, oh là là. Alors, qu'est-ce que vous êtes dans ces... Donc, je vais aller très vite. Là aussi, hein, je pourrais vous renvoyer à des choses que j'ai écrites où c'est expliqué plus en détail, mais je pense que c'est important de rentrer dans un exemple précis. Dans tous ces livres-là, je vais d'abord vous parler des livres pour les tout petits, puis après des livres pour les plus grands. Dans tous ces livres-là, donc qui parlent normalement du corps, hein, qui sont des encyclopédies scientifiques sur le corps, quand vous êtes une femme, vous êtes toujours un corps de maman. Donc, vous voyez, toutes les femmes qui vont être représentées dans ces livres-là, ça va être des mamans. Et inversement, vous n'avez jamais un homme qui est représenté comme un papa. Donc, vous voyez, on donne ces livres-là aux enfants en disant, voilà, ça va t'expliquer biologiquement ton corps. Et vous voyez ce que je disais tout à l'heure sur une aptitude biologique. Et encore, vous voyez, toutes les femmes ne peuvent pas avoir d'enfants. Et c'est pas pour ça qu'une femme n'est pas une femme. Mais de cette aptitude biologique, on fait un rôle, en fait, social. Donc là, de la même façon, hein, à table, etc., c'est l'idée de la mère qui amène le repas. Et sur ce chapitre-là, c'est intéressant parce que c'est un chapitre sur l'énergie. Et la page d'à côté, vous avez des images d'hommes qui courent, qui scient du bois, avec toute une série de verbes d'action. Voyez ? Et l'idée que l'énergie, ça sert à courir, scier du bois, il y a même dormir. Mais vous voyez, toute une série de verbes d'action, mais du côté du masculin. Avec, encore une fois, hein, cette idée, l'énergie, l'imposition en fait, de l'action, du dynamisme du côté du masculin. Alors vous êtes aussi, quand vous êtes une femme, vous êtes celle qui s'occupe de toutes les tâches domestiques. Et là, cette petite image, elle dit tout en fait, parce que le petit garçon, non seulement elle s'occupe des tâches domestiques, mais en plus elle y prend un plaisir incroyable, puisqu'elle est tout le temps en train de sourire, alors que lui, le petit garçon, on voit qu'il ne va pas le faire très longtemps en fait. Donc là aussi, à regarder son sourire, alors que le bébé, il hurle en permanence. Mais vous voyez, tout ça, ça joue dans la socialisation, de se dire, voilà, c'est ton destin, finalement. Ton destin, ça va être de trouver que c'est super. Encore une fois, hein, je ne dis pas que c'est pas super, mais c'est juste de donner le choix et d'expliquer quand même qu'un bébé, ça pleure souvent. C'est elle aussi qui s'occupe de... là aussi, hein, vous voyez, se débarrasser des poux, c'est une partie de plaisir, puisqu'elle est en train de sourire. Se réveiller la nuit, c'est une partie de plaisir. Et puis, c'est également, ça c'est extrêmement intéressant, c'est également la maman. Tout à l'heure, je parlais du care. Vous voyez, la petite fille qui était avec ses nounours, c'est la maman qui va soigner, en fait. Mais qui va soigner les petits bobos. Parce que quand soigner, ça va devenir une profession, là, à chaque fois, vous allez avoir un homme, en fait, avec ce triangle qui est une femme, qui est la mère, qui amène l'enfant, et il y a même une image où elle amène son compagnon, qui amène l'enfant ou le mari, qui finalement est un grand enfant dans ces livres-là, et qui l'amène au docteur qui lui soigne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un livre où vous savez, donc c'est le fameux « Il était une fois la vie », vous avez à quelques pages d'intervalle un homme médecin et une femme docteur, une femme médecin. Et quand on regarde, on s'est dit que finalement, ils ne sont pas médecins pour les mêmes raisons. Vous voyez, lui, alors on voit la petite fille là qui est un peu en contrebas, avec son, donc qui est assise. Lui, il a un air très sérieux, voilà, la science, celui qui sait. Et elle, vous voyez, la petite fille, elle est assise au même niveau et elle est en train de... Finalement, c'est une doctoresse, parce que c'est une maman. Vous voyez, c'est la même chose qui continue. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça a des effets sociaux très forts. Il
Il y a toute une histoire des professions médicales, les infirmières, les sages-femmes, qui ont manifesté, milité pour dire que leur métier, c'était un métier avec des compétences et pas un métier de vocation maternelle. Vous voyez qu'on n'est pas infirmière parce qu'on a la vocation d'être une femme et que donc ça va être simple de soigner, mais parce qu'on a fait des études et que du coup, il faut que ça soit reconnu. Et ça a été la même chose quand il y a eu les débats, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 2000, les débats autour de la parité. Il y a eu un des arguments qui était avancé pour défendre la parité, qui était qu'il fallait des femmes en politique, parce que les femmes, ça allait un peu plus se soucier un peu du social, et puis que quand même, ça allait mettre un peu de douceur dans la politique. Et vous voyez, ça, c'est des arguments extrêmement dangereux. Alors on peut se dire, bah voilà, c'est pour qu'il y ait plus de femmes, mais l'argument, il est hyper essentialisant. Vous voyez, c'est de dire, bah si, il faut mettre des femmes parce que ça va être plus doux, la politique. Bon, non, les femmes en politique, ça ne rend pas la politique plus douce, et les femmes ne sont pas plus adaptées pour s'occuper des affaires sociales, des affaires d'enfance, etc. Et là, vous avez une magnifique famille idéale, où vous avez, donc vous voyez le titre, hein, le corps humain en action quand même. Vous voyez, on est dans des livres de biologie. Et vous avez une figure de proue qui est l'homme. Là, tout à l'heure, quand je parlais vous voyez, des différentes caractéristiques qu'il fallait prendre en compte, vous voyez que cet homme un peu âgé, il est un peu moins homme. Vous voyez, il est plus en figure de proue. Et puis, vous avez l'avenir de la famille, l'ado qui va prendre la relève. Et regardez la position de tous les personnages féminins. Elles sont toutes en situation de soins, de care, par rapport à un plus petit qu'elles-mêmes. Et ça vous fait une magnifique structure pyramidale, où on se dit qu'ils auraient voulu le faire exprès, ils n'auraient pas réussi. Et vous voyez, quand ils auraient voulu le faire exprès, ils n'auraient pas réussi, ça vous montre la force des représentations partagées. Et nous aussi, c'est pareil. Vous voyez, on devrait faire, si on nous demandait de faire un livre, bien évidemment qu'on mettrait des stéréotypes, etc. Tellement on est toujours socialisé à ces images-là des hommes qui mènent la barque. Alors une fois, je le montrais à des étudiants, ils m'avaient dit « ouais, ils rament ». Je dis « ouais, ils rament, d'accord ». Ils ont surtout l'impression de mener la barque. Alors je vais juste passer très vite au livre pour les plus grands. Et pour vous montrer aussi que c'est pas parce qu'on vous enlève les habits, qu'on vous enlève la barque et les animaux, qu'on est sur quelque chose qui est plus neutre. Alors là, par exemple, quand vous regardez, donc pour vous expliquer, moi j'ai travaillé sur une 60aine de livres, tous les chapitres sur le muscle, vous avez une galerie d'hommes haltérophiles. Et vous avez à chaque fois, donc je vais vous en montrer quelques-uns, vous voyez, donc ils sont tous en train d'admirer leurs biceps. Les femmes aussi, elles ont des biceps, hein. On a exactement les mêmes muscles. Et quand vous avez une photo de femme, il y a quelques livres, vous avez des photos de petites filles, c'est pour montrer en fait le petit muscle de la paupière. Et un autre exemple, c'est le muscle de l'oreille, et on vous dit que c'est le plus petit muscle de votre corps. Et vous voyez, comme c'est le plus petit muscle du corps, du coup on met une... Alors ça aussi, ça c'est le premier livre que j'avais acheté. Je l'avais acheté pour mes enfants, et je me suis dit, c'est pas possible, t'es mal tombé. Et donc j'en ai acheté un deuxième, un troisième, j'en ai acheté 60. Pour jouer au ballon, ce petit garçon fait travailler les muscles de ses jambes. Pour tenir sa poupée, cette petite fille fait travailler les muscles de ses bras. Alors vous voyez, on ne vous dit pas que les filles n'ont pas de muscles des jambes, on ne vous dit pas que les garçons n'ont pas de muscles des bras, mais vous voyez comment c'est représenté. Donc bon, là c'est pareil, hein, mais encore une fois, vous avez le garçon en action, la fille, où on vous dit, même au repos, tes muscles travaillent. C'est super. Bon, là je vais passer parce que c'est peut-être un peu plus... puis bon, le temps file, mais c'est la même chose. Et puis voilà, dernier chapitre. Donc on a les muscles et on a le cerveau. Et là, de la même façon, le cerveau, c'est une affaire d'homme. Alors c'est même une affaire d'homme au carré, c'est une mise en abîme, puisqu'on vous dit que le cerveau, c'est le grand chef de votre corps. C'est le grand ordinateur de votre corps. Donc comme on est dans le régime de la chefitude, du commandement, de l'informatique, on va vous mettre que des hommes. Et là, vous le voyez, hein, le cerveau commande les mouvements. Grâce à lui, on savoure nos victoires, on se souvient de nos débuts. Et vous voyez ce que ça veut dire? On peut très bien faire du sport, mais pas vouloir gagner. Enfin, vous voyez, tout ce qui va s'élaborer autour du masculin. Le masculin, faire du sport, ça veut dire vouloir gagner. Non. Pourquoi le sport, ça voudrait dire compétition? Vous voyez, tout ça, vous voyez comment tous... quand je disais tout à l'heure, c'est une pelote, et quand vous tirez un fil, il y a tout qui vient, et tout est emmêlé. C'est exactement une manifestation. Donc,
une galerie d'hommes avec des cerveaux, puis vous allez voir, il y a quand même une femme qui est représentée, mais je vous laisse le suspense. Donc, vérifie qui est le chef. Bah oui, on a compris. Et puis là, c'est la femme, en fait. Et si nous n'avions pas de cerveau, et bien, si vous n'aviez pas de cerveau, vous seriez une femme. Et regardez le texte qui est marqué, etc. Enfin, vous voyez, sans cerveau, nous sommes incapables de mémoriser, etc. Alors, vous voyez, vous pourriez me dire, bah oui, mais bon, peut-être que si ça se trouve, dans ce livre-là, c'est une femme qui est représentée à chaque image. Donc c'est normal, finalement, voilà, elle nous prend cette image-là. Non. En fait, dans ce livre-là, vous avez, et c'est pas une alternance, une fois un homme, une fois un... On a une répartition apparemment aléatoire. Mais du coup, l'aléatoire fait que, et si nous n'avions pas de cerveau, eh ben, on serait une femme. Et ce qui m'a intriguée aussi, c'est cette oie blanche quand même que vous avez derrière. Donc là aussi, oie blanche, bon, c'est plus quelque chose qu'on dit beaucoup, hein, mais souvenez-vous de ce que ça veut dire, une oie blanche quand même, quand on parle d'une oie blanche. Et toutes ces métaphores de basse-cour et de gallinacé, vous voyez, tête de linotte, ici on dirait un poulailler, ça piaille, nanana, voilà, tout ce qui est... et voilà. Et d'ailleurs, du coup... Il y a un livre qui est assez intéressant sur l'histoire de l'éducation, en fait, qui revient un petit peu sur cette idée que fin 19e, donc effectivement, loi Ferry, loi Camille C, etc., on a l'éducation pour les femmes, hein, pour les filles qui arrivent, mais ce livre-là montre la différence, en fait, des programmes qui étaient enseignés aux garçons et aux filles. Et notamment, il y avait un inspecteur de mathématiques qui disait que, dans des textes officiels, qu'il ne faut pas enseigner trop de mathématiques aux femmes parce que leur cerveau ressemble à celui d'un petit oiseau et que ça va cramer. Ouais. Donc encore une fois, vous voyez, c'est des images, c'est comme tout à l'heure l'image de la femme doctoresse, c'est des images, mais derrière il y a des choses vraiment très, très fortes qui sont, enfin vous voyez, c'est pas juste une image d'une oie blanche, il y a derrière tout ça qui porte tout ça en fait. Et si les femmes n'ont pas de cerveau, elles ont des réflexes. Donc là, en revanche, à chaque fois, ça va être une femme. Pourquoi? Parce qu'il s'agit, donc là je lis, hein, d'un mouvement involontaire, un réflexe. On ne peut pas s'empêcher de le faire. La sensation de chaleur n'a pas été envoyée au cerveau. Ah oui, voilà. Donc vous voyez, on a cerveau masculin et réflexe féminin. Et ça, c'est quelque chose tout le temps dans ces livres-là. Là, c'est page de gauche, le cerveau, page de droite, les réflexes. Et de la même façon, on vous dit, on ne peut pas réfléchir, enfin, on fait sans réfléchir, etc. Donc, vous voyez, encore une fois, quand on parle de socialisation, c'est la répétition du même message tout le temps. Ça serait dans un livre, c'est pas grave, mais c'est alors peut-être pas dans les 60, mais c'est dans les 50, en fait. Et donc, c'est cette répétition tout le temps, au fil des pages. Donc là, je passe parce que c'est la même chose. Bon, voilà, j'avais d'autres exemples, je pourrais revenir dessus, mais je vois que... Alors, j'ai quand même arrêté sur celui-là un petit peu parce que ça vous montre exactement ce que ça résume un peu ce que j'ai dit. Voyez comment on va passer de quelque chose qui est biologique à une différence de comportement et comment on essentialise. Quand je vous ai dit tout à l'heure l'évidence du naturel et le naturel de l'évidence, et comment on oublie que tout ça c'est de l'inculcation sociale. Donc là, c'est une double page sur les hormones. Et quelle image on vous met? Donc on explique l'adrénaline et la noradrénaline. Mais ce qu'on va mettre, c'est une image comme ça d'une scène entre un chat et un chien, et la femme qui sert à expliquer l'adrénaline et la noradrénaline, et l'homme qui sert à expliquer que quand il n'y a pas de peur, c'est le cerveau qui se mobilise. Et encore une fois, il faut penser aux deux. Enfin, vous voyez, un petit garçon qui voit ces livres-là tout le temps, est-ce qu'il s'autorise à avoir peur? Vous voyez, c'est une richesse hein, de s'autoriser aussi à se dire, bah non, là j'ai peur, bah non, là j'ai... Enfin voilà. Et là, c'est donc pour rassembler un peu tout ça sur les objets, le récit, en fait, l'Odyssée du spermatozoïde, qui va de la même façon résumer tout ce que je viens de dire. Donc, vous voyez, la reproduction, en gros, c'est des ovules, un ovule qui vient du corps de la femme et des spermatozoïdes qui viennent du corps de l'homme. Et qu'est-ce qu'on va raconter dans tous ces livres-là? On va raconter que l'ovule attend, que l'ovule ne bouge pas, et que les spermatozoïdes, leur grande affaire, c'est d'arriver le premier, et avec un registre qui est très proche du viol, hein, d'ailleurs, d'ouvrir une brèche, en fait, dans l'ovule. Et vous voyez, ça reprend un peu tout ce que j'ai dit, avec cette idée d'un corps féminin qui attend, et puis du féminin qui est dans la docilité, dans l'attente, dans la passivité,
et du masculin qui, lui, va être dans la rapidité, la concurrence, le dynamisme, etc. Et puis là aussi, l'ovule qui n'a rien demandé, et puis qui va se mettre à aimer le premier spermatozoïde vainqueur qui arrive. Là aussi, c'est quand même un truc incroyable, cette histoire. Que finalement, c'est un peu l'image du tournoi médiéval, Ivanhoé, et la princesse qui n'a pas le droit de choisir le chevalier, c'est celui qui va gagner. Qu'est-ce que ça veut dire des relations garçon-fille, en fait? Vous voyez, il suffit que le garçon se batte, et c'est le plus fort qui va emporter la fille. Bon. Alors, je voudrais, juste pour terminer, du coup, j'ai pas parlé d'un truc qui était important. Donc là, voilà, c'était sur les objets. Autre chose, j'ai parlé aussi des paroles. Tout à l'heure, je disais objet, parole, espace. Espace, on va aller très vite. C'est un peu tout ce qui était, par exemple, les écoles non mixtes auparavant. Et qui, aujourd'hui, on a encore des espaces qui sont non mixtes. Les toilettes, dans beaucoup d'endroits, les toilettes sont non mixtes. Et ça, c'est une vraie question. Pourquoi les toilettes sont non mixtes? Il n'y a pas de raison. Et puis deuxième, les espaces de compétition sportive, là aussi, pourquoi on sépare comme ça du masculin et du féminin? Et puis le dernier point sur lequel je voulais parler aussi, donc la socialisation, les objets, les espaces et les paroles. Les paroles, c'est, donc j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure, c'est tout ce qu'on va dire, mais tout un chacun et toute une chacune. Là, vraiment, les sociologues, il ne faut pas qu'ils se mettent au-dessus du lot. Comment même faire attention à tout ce qu'on pense. Vous voyez, parfois, quand on va se dire « Ouais, mais ça se fait pas pour une fille. Non, mais ça se fait pas de se tenir comme ça pour une fille ou de se tenir comme ça pour un garçon. Regardez comment j'ai mes jambes. » Vous voyez, comment se tiennent les garçons et les filles. Et voilà, c'est de la socialisation, en fait, la manière dont on tient son corps. Et puis aussi quelque chose qui a été très bien étudié en sociologie d'éducation, les conseils de classe. Et les façons, alors là aussi, loin de moi l'idée de jeter la pierre à quiconque que soit, et c'est pour ça que je dis que nous aussi, on est pénétrés de ces représentations, et que moi, je suis reprise tout le temps par mes enfants qui me disent « Ah, pourquoi tu m'as dit ça alors que moi je suis la fille, nanana ». Donc maintenant, c'est elles qui me reprennent, donc c'est très bien. Mais les conseils de classe, où il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que parfois, à moyenne égale, on va plutôt pousser le garçon que la fille. Vous voyez, par exemple, 13 de moyenne, le garçon va lui dire « Ouais, pas de problème pour la première S, pas de problème pour la terminale S ». Puis la fille, ça va être « Non, elle va plutôt aller en S ». Ça risque d'être un peu compliqué. Et ça a des vrais effets dans la façon dont on remplit les bulletins, notamment la mention qui est travailleuse, qui pourrait paraître pour un compliment, quand on remplit ça, sauf qu'en fait, quand vous dites d'un garçon qui a 13 peut mieux faire, n'accomplit pas l'ensemble de ses possibilités. Vous voyez. Et une fille, 13, on va lui mettre travailleuse, élève sérieuse. Quand vous mettez ça sur... Quand vous êtes par exemple en recrutement pour une classe prépa, que vous voyez arriver un bulletin, et moyenne de 14 et c'est marqué sérieuse, appliquée, et puis 14 peut mieux faire, n'est pas au maximum de ses possibilités, vous vous dites que le 14 où c'est marqué n'est pas au maximum de ses possibilités, s'il se met à bosser, s'il est poussé, là il va avoir 18. Alors que la 14 qui a eu travail sérieux, appliqué, nanana, elle plafonne. Et donc ça a un vrai effet en fait sur les recrutements après, vous voyez, post-terminal, etc. Donc vous voyez, tout ça, c'est des façons de... Ça peut paraître rien, on va de dire, bon voilà, j'ai mis sérieux, j'ai mis... Enfin voilà, c'est un compliment. Non, c'est pas un compliment quand c'est toujours aux filles qu'on va mettre travail sérieux, travail appliqué, travail, tac, tac, etc. Voilà, je vais m'arrêter avec un petit exemple pour montrer qu'il y a possibilité de faire autrement. Donc ça, c'est un abécédaire, en fait, qui est un imagier, en fait, qui est paru chez une maison d'édition qui s'appelle Talent Haut. Donc j'ai aucune action chez Talent Haut. Mais Talent Haut, c'est une maison d'édition que je vous invite à aller regarder. C'est une maison d'édition dont la lignée éditoriale est de lutter contre les stéréotypes qui pèsent contre les garçons, sur les garçons et sur les filles. Donc vous voyez déjà aussi de dire sur les deux. Et donc ils ont fait comme ça une série de pages. Et donc ça s'appelle l'imagier renversant. L'imagier renversant. Et le gant, du coup, vous avez une femme qui a un gant de moto, et puis un homme, et en plus quoi, qui est en train de faire la vaisselle. Et c'est très drôle de le lire avec des enfants, en fait. Parce que les enfants, ils vous disent, mais
pourquoi tout est à l'envers? Et du coup, ça montre que très jeune, il y a l'association de ce qui convient. La course, c'est l'homme qui fait les courses, et les femmes qui sont dans cette fameuse compétition sportive dont je parlais tout à l'heure, qui est toujours associée au masculin. Le fil, c'est l'homme qui coud et c'est la femme qui est chirurgienne. Et puis le dernier exemple, la souris. Donc là, c'est l'homme qui a peur. Donc là, ça renvoie à l'image de la femme qui avait peur avec l'adrénaline. Et puis, c'est la femme qui est en train de travailler avec sa souris. Alors, juste pour terminer, déjà, j'espère que je n'ai pas été trop confuse. J'espère que je ne vous ai pas assommé. Mais juste pour faire un bilan, vous voyez, le but de tout ça, c'est vraiment de se dire que, quand je dis tout à l'heure, le but, c'est pas de dire qu'il n'y a pas de différence. Le but, c'est pas de dire que, c'est pas d'obliger les uns ou les unes à faire ceci ou cela. C'est de se demander pourquoi sur une différence, il y a plein de différences entre deux individus. Il y a peut-être autant de différences entre nous deux qu'entre moi et un homme. Vous voyez, et pourquoi c'est cette différence biologique, homme-femme, qui va faire qu'à partir de là, on va construire une société. Et puis le deuxième point, encore une fois, le but, c'est pas du tout, je le disais, de contraindre, etc. C'est d'ouvrir le champ des possibles pour tout le monde, en fait. D'ouvrir le champ des possibles pour les garçons et pour les filles, et d'espérer que ce qu'on pense parfois être des libertés, ça le devienne vraiment. Et que ce qu'on pense être des libertés, c'est juste qu'on oublie tout ce travail de socialisation, en fait, qu'on incorpore jour après jour. Voilà. Alors, moi, il y a une raison qui est très simple et très basique, qui est les éditeurs, ils veulent vendre des livres. Alors, ça a deux effets. Les éditeurs veulent vendre des livres et vous voyez tout à l'heure quand je parlais des Lego. Les Lego qui étaient, dans mon enfance, les Lego étaient multicolores. Et moi et mon frère, on avait les mêmes Lego. Aujourd'hui, vous avez des Lego roses pour les filles et vous avez les Lego un peu multicolores qui sont restés pour les garçons. Quand vous regardez aujourd'hui un magasin de jouets, vous avez vous avez la section filles et la section garçons. Et si vous n'êtes pas dans la section filles, vous ne serez pas acheté par les filles. Donc vous voyez, il y a une sorte de cercle vicieux qui est que l'espace, tout à l'heure je parlais de l'espace, j'ai parlé des toilettes et des compétitions, mais voilà, les magasins, ne serait-ce que ça. Donc si vous ne faites pas des Lego roses, vous ne serez pas dans la section filles. Donc les filles n'iront pas acheter vos Lego. Donc vous voyez, finalement, il y a une sorte de... En économie, ils appellent ça les chemins de dépendance, en fait, où à un moment, on est pris dans le truc. Si Lego veut faire de l'argent, si Lego veut vendre aux filles et aux garçons, il faut qu'ils fassent des Lego roses. C'est la même chose pour les vélos. Quand vous faites un vélo vert, bon, mettons, j'ai un garçon, il a un vélo vert, ou bien je vais faire l'inverse parce que c'est plus... J'ai une fille, je lui offre un vélo vert. Après, j'ai un garçon, je prends le même vélo vert et je le donne au garçon. Si vous avez des vélos qui sont roses pour les filles et bleus pour les garçons, quand vous achetez le vélo rose à la fille, vous allez devoir acheter un autre vélo en fait pour le garçon, parce que votre fils, il prendra jamais le vélo rose. Donc vous voyez, voilà, tout simplement, c'est une histoire... Et c'est pour ça que je parlais de talent haut, parce que c'est un vrai courage, en fait, d'aller contre... Et puis, vous voyez, même nous, on regarde les images, c'est marrant, même c'est bavard, finalement. On se dit, oh, c'est bon, c'est mignon, c'est marrant. Et donc, ça se vend, en fait. Vous voyez, et ça se vendra bien plus un bavard où vous avez une petite fille, reine du shopping, princesse, etc., qu'un bavard où c'est la petite fille, vous voyez, chauffeur de poids lourd, quoi. Donc, on est sur voilà, une force du marketing qui fait que, effectivement, sur les objets destinés à l'enfance, c'est pire qu'avant. Il y a vraiment ça, c'est pire qu'avant. Sur les productions éditoriales, c'est pire qu'avant. Les magazines, non mais c'est pas gay, hein. Vous voyez, par exemple, il y avait, quand vous regardez la littérature jeunesse, les magazines de jeunesse, c'est à partir des années 90 où vous avez eu toute l'expansion des magazines style Manon, Julie, etc. Quand vous marquez Manon, Julie sur un magazine, Christophe, il ne va pas l'acheter, quoi. Vous voyez, alors que quand c'était marqué les Castors Junior, voilà.
j'ai l'impression que le problème est très complexe, bien sûr, parce qu'il ne faut pas confondre, enfin, tout au moins distinguer de façon trop nette les causes et les conséquences. Oui. Parce que cette histoire bleu-rose, si les gens ou les petits-enfants achètent plus qu'avant, ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi ce phénomène de distinction est plus important, comme vous venez de le dire, maintenant qu'il y a 10 ans, 20 ans. Oui. Parce qu'il y avait déjà du marketing. Oui, c'est ça. Oui, oui, donc, mais... Pardon. Ça correspond à la fois à une demande, donc il y a un va-et-vient entre la demande et l'offre et la demande. Et donc c'est compliqué, et pour démêler les causes et les effets, c'est très compliqué. Oui, mais je pense que là, par exemple, ce qu'on fait en sociologie de la culture, ça peut aider à donner un argument. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il y a quand même l'idée que depuis 20-30 ans, les enfants, c'est devenu une... alors, bien évidemment, il ne faut pas généraliser à tous les milieux sociaux, hein, mais les enfants, ils sont devenus un vrai pouvoir, enfin, comment dire, une force de prescription d'achat. Enfin, regardez, par exemple, il y a une multiplication de chaînes pour les préadolescents ou les enfants qui n'existaient pas avant. Par exemple, vous avez aujourd'hui des chaînes d'habillement ou de bijoux pour les petites jeunes filles préadolescentes qui n'existaient pas avant. Et quand vous regardez l'évolution comment on peut dire, de l'impact dans un ménage, dans un budget, de l'incitation enfantine, donc voilà, enfin, vous voyez, il y a une manne qui est ce pouvoir d'achat des enfants, en fait. Pardon ? Les adolescents, c'est un mode. Alors oui, ça dépend des milieux sociaux. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est que c'est pour ça que je disais l'intersectionnalité, etc. Les choses se cumulent. En fait, ça a été vrai un moment, puis ça change un peu. Pendant très longtemps, et ça se voyait notamment... moi, j'ai fait ma thèse sur les pratiques de lecture, en fait, des adolescents et des adolescentes. Et ce qui était qui était vraiment manifeste, c'est que les filles, mais on le voit sur la musique, etc., et du coup sur l'habillement aussi, les filles, quand elles sont... si on parle en sociologue, quand elles ont des capitaux. Alors, les capitaux, c'est par exemple être de milieux favorisés. Donc là, vous avez des capitaux sociaux. Et être bonne à l'école. Et là, vous avez des capitaux scolaires, vous voyez. Et une fille, plus elle est dotée en capitaux, plus elle va se démarquer en fait de cette identité féminine. Alors pourquoi ? Et là, ça montre exactement ce que je disais, vous voyez la place dans la hiérarchie d'être une fille. Quand vous êtes une fille de milieu favorisé et bonne à l'école, vous voulez avoir les goûts des garçons. Et donc effectivement, vous allez vous habiller comme un garçon entre guillemets, quoi, mais pas avoir les signes ostentatoires en fait de la féminité. Et ça se voit aussi dans les goûts. Par exemple, la musique, quand on fait des enquêtes pour l'histoire de la culture, il y a un truc qui est extrêmement fort, c'est la différence entre le R&B et le rock. Et quand vous êtes une fille de milieu populaire, et que vous êtes au lycée, parce qu'au collège, c'est à partir du collège où ça va se démarquer, mais quand vous êtes une fille de milieu populaire, vous allez aimer le R&B. Alors quand je dis ça, j'ai bien conscience de faire des grandes catégories comme ça, mais c'est pour vous faire comprendre les mécanismes d'intersectionnalité. Les filles de milieu populaire, ça va plutôt être le R&B. Les filles de milieu favorisé, ça va être surtout pas le R&B, surtout pas Britney Spears ou quoi. Moi, c'est le rock. Et pourquoi ? Parce que le rock, c'est la musique des garçons. Donc, vous voyez, c'est... voilà. Et encore, quand je dis garçon, après, il y a rap, rock, etc. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de travailler sur des objets comme les objets culturels, parce qu'on peut avoir l'impression que, voilà, qu'on va faire selon ses goûts. Mais voilà, Bourdieu, il le disait bien avant moi sur les classes sociales. Il n'y a pas de goût inné. Les goûts, ils sont construits par notre positionnement dans l'espace social. Et non seulement ils sont construits par notre positionnement, mais ils contribuent, en fait, à créer aussi l'image qu'on donne et notre positionnement. S'il vous plaît, je voudrais savoir si vous observez les mêmes mécanismes dans les manuels scolaires de l'école primaire, parce que je me souviens très bien que dans les années, fin des années 70, il y avait un petit livre qui avait fait beaucoup parler de lui, qui s'appelait Papali, Maman Cou, et qui mettait à plat tous les stéréotypes masculins féminins à l'époque, dans les
manuels du primaire. Oui. Alors, je devais en parler, puis à un moment, j'ai pu regarder mes notes et donc j'ai oublié d'en parler. Mais je vous invite à regarder sur Internet, il y a un centre qui s'appelle, donc c'est un centre à Paris, hein, il s'appelle le centre Hubertine Auclair. Et le centre Hubertine Auclair, chaque année, ils font une analyse des manuels scolaires. Alors, chaque année, ils prennent une catégorie. Donc, ils ont fait les manuels de terminale d'histoire, ils ont fait les manuels de première de littérature, ils ont fait les manuels de terminale de maths. Et la dernière enquête, c'était les manuels de CP avec lesquels on apprend à lire. Et c'est exactement ce que Madame disait, c'est que quand bien même on avait eu dans les années 70 vous voyez, cette apparente prise de conscience des stéréotypes, le centre Hubertine Auclair, sur des enquêtes qui sont sur les manuels d'aujourd'hui, ils montrent la même chose en fait. Et donc c'est par exemple en maths, il y avait un truc sur le poids et la fille est représentée en train de se peser sur une balance. Vous voyez, voilà, et sur les manuels avec lesquels les enfants apprennent à lire, voilà, en fait, ils montrent deux choses très importantes. Sous-représentation des femmes. Donc, par exemple, dans les manuels de littérature, très peu d'autrices qui sont citées. Et quand vous allez avoir une poète qui va être citée, ça va être dans son lien par rapport, parce qu'elle a été la maîtresse d'un tel, ou etc., etc. Donc, très peu de femmes citées. Et puis voilà, représentées toujours en référence, beaucoup plus souvent que les hommes, en référence avec un homme. Et pour les manuels de CP, c'est de la même façon, représenté dans des espaces domestiques, etc. Mais allez regarder, voilà, les études, elles sont disponibles en ligne, et à chaque fois, il y a des petits résumés de 2 pages. Vous avez les études complètes et puis les petits résumés de 2 pages. C'est pour essentiellement pour compléter ce que vous dites, parce que moi-même, je suis en terminale L, et pour avoir observé ça dans des manuels de littérature, quand on parle des femmes en littérature, généralement, c'est quand, effectivement, soit quand elles ont été la maîtresse d'un tel, voilà, soit quand elles ont des formules féministes. Elles ne font rien d'autre. Exactement. Uniquement, elles parlent des femmes, ou alors elles sont la maîtresse d'un tel. Exactement. Mais vous avez tout à fait raison. Et regardez, par exemple, George Sand. George Sand, qui c'est pour nous? George Sand, c'est une autrice de romans jeunesse, en fait. Qu'est-ce qu'on a retenu de George Sand? On a retenu le fait qu'elle avait écrit La Petite Fadette, La Mare au Diable, et puis qu'elle faisait des confitures. Mais quand vous regardez l'œuvre de George Sand, c'est hallucinant. Et c'était... voilà, sa production en littérature de jeunesse, c'est rien par rapport à tout ce qu'elle a écrit à côté, en fait. Mais ça, on ne l'a pas dans les manuels de littérature. Donc, je suis tout à fait d'accord. Oui. 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 Oui, tout à fait. Et puis, je vous invite à... Si ça vous intéresse, ces questions, il y a un livre qui est magnifique, qui est écrit par Christine Planté, qui s'appelle La petite sœur de Balzac. Et elle montre comment on parlait de ces femmes qui écrivaient au XIXe siècle. Et ce qu'ont dit les frères Goncourt, mais c'est terrible. Alors, les frères Goncourt, sur George Sand, alors il y avait 2-3... et puis ils disent que de toute façon, si on faisait une autopsie de George Sand, on trouverait sans doute alors je ne sais plus comment ils disent, un sexe masculin, etc. Parce que le fait qu'elle écrive, c'est que c'est un homme, en fait. Mais c'est un homme... Enfin, ils ne peuvent pas arriver à se dire que non, c'est une femme. Voilà. Et puis alors effectivement, dire qu'elle ressemble à un cheval, dire qu'elle a des traits masculins, etc. etc. D'autres questions? Non? Si, allez voir madame, je reviens après. Je vais revenir un peu en arrière, moi, à propos du genre et puis à propos des transgenres. Oui. Là, vous avez parlé de la psychiatrie comme un moment, mais je pense que maintenant, c'est pas complètement... C'est encore comme ça. C'est-à-dire que je connais personnellement des gens qui ont ce genre de tendance et qui n'arrivent pas à faire la part des choses, qui ne peuvent pas, et qui voient des médecins pour arriver à s'en sortir. Et bon, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait régler essayer de changer un petit peu cet état de choses. Alors là, ça, je vous remercie vraiment pour votre question, parce qu'il y a toute une... Je vous avais dit que je vous dirais où en sont les études de genre contemporaines, et puis voilà, je me suis dit que je n'avais pas le temps. Alors, en fait, aujourd'hui, les études de genre, et puis du coup, c'est vraiment important d'en parler. En fait, ce que montre la biologie,
c'est que, et j'en ai parlé un tout petit peu quand je vous ai montré la citation de Christine Delphi en disant la différence des sexes est donnée telle qu'elle en deux par la nature. Et que la sociologie interrogeait ça. Et c'est même pas que la sociologie. En fait, la biologie, enfin, comment faire pour le faire simple? Il y a eu deux moments où cette bipartition qui semble évidente, homme-femme, elle a été interrogée. Les deux moments, et ça va vous éclairer sur... c'est les Jeux Olympiques et le moment où des femmes ont explosé des records et on s'est dit, en fait, ces femmes ne sont pas des femmes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez la difficulté qu'a le comité des Jeux Olympiques pour trouver un test qui dit ça c'est une femme, ça c'est un homme, ça a été, c'est un des éléments qui disent finalement c'est peut-être pas si simple de dire ça biologiquement c'est un homme, ça biologiquement c'est une femme. Parce que si c'était simple, pourquoi est-ce que toujours faudrait refaire des nouveaux tests et puis on se rend compte que ça marche pas, tac tac tac. Et puis deuxième élément, c'est les personnes qu'on dit intersexuées. Alors les personnes intersexuées, c'est des enfants qui naissent, des bébés qui naissent avec un non-alignement. Si vous voulez, pour définir ce que c'est qu'un sexe, masculin ou féminin, il y a plusieurs façons. Il y a les chromosomes, XXXY, il y a le fait d'avoir des organes génitaux, pénis, vagin, il y a le fait d'avoir testicules, ovaires, et il y a les hormones, estrogènes et testostérone. Dans la plupart des cas, tout est aligné, et on peut se dire, XX, toc-toc, enfin, tout marche bien. Mais il y a une part de cas non négligeable, en fait, où c'est pas aligné. Et donc, vous allez avoir des enfants, des bébés qui vont naître, et puis le sexe, l'organe sexuel, c'est pas une verge et c'est pas un clitoris. Et ça, c'est quelque chose qui est intermédiaire. Ou, donc, pour le premier cas, ou d'autres personnes qui, au moment où elles veulent avoir un enfant, on se rend compte qu'il n'y a pas d'ovaire, il n'y a pas d'utérus, et que finalement, elles ne sont pas, je ne sais jamais si femme, c'est XXXY, et ou que à côté de cette XXXY, vous avez des XXY, vous avez des XYY. Et donc, pendant très longtemps, ça a été de se dire, ces gens-là, c'est des exceptions qui confirment la règle, c'est des choses, comme je disais tout à l'heure sur le moment psychiatrique, c'est de la pathologie. Et puis aujourd'hui, ces personnes-là, elles se sont donc des personnes intersexuées, parce que les bébés, souvent, étaient opérés sans même qu'on le dise aux parents, en fait. Et ça, ce qui voulait dire, après, des traitements hormonaux pendant toute la vie, des choses extrêmement lourdes. Et ces personnes-là se sont rassemblées à une association, puis elles ont commencé à dire, mais il faut arrêter, on n'est pas des monstres. Et à dire, le fait qu'il y ait tant d'exceptions à votre règle, c'est peut-être que votre règle, elle ne suffit pas. Et c'est peut-être que, vous voyez, à un moment, c'est soit on se dit, il y a plein de gens dans la marge, soit on se dit, la marge, elle interroge la norme. Donc, vous voyez, ça, c'est intéressant parce que du coup, il y a eu une interrogation sur la binarité. Et cette idée que cette binarité, qui semble fondamentale, en fait, dans nos sociétés, peut-être qu'elle n'est pas si évidente que ça. Et donc, pour revenir, du coup, au transgenre, du coup, ça a fait beaucoup évoluer quand même cette réflexion sur les transgenres. Alors, après, bien évidemment, vous voyez, c'est... voilà. Là, je vais dire des généralités et à chaque fois qu'on est sur un cas individuel, on se confronte à des choses qui sont bien plus complexes que ce que je vais dire. Mais les études de genre aujourd'hui, elles sont dans l'idée que, que cette binarité est finalement un carcan qui est social, une imposition qui est culturelle et qu'il y a beaucoup plus de cas qui doivent être possibles. Et quand je disais aujourd'hui, on n'est plus sur l'idée pathologie et donc chirurgie qui doit rectifier. Voilà, vous voyez, c'est des exemples où vous allez avoir des personnes qui vont... C'est toutes les études très contemporaines sur le genre qui vont parler de fluidité du genre et de dire que peut-être qu'une des solutions, c'est de ne plus être dans cette bicatégorisation, mais de réfléchir à une fluidité, en fait, des identités. Après, moi, je me souviens être allée à une conférence où il y avait une dame, donc une chirurgienne pédiatre qui opérait ces bébés intersexes. Et elle disait, imaginez, on est tellement dans nos deux catégories. Elle disait, imaginez des parents, et les premières questions qu'ils vont poser, c'est un garçon ou une fille? Puis vous ne pouvez pas répondre. Oui,
Oui, je suis un peu désolé d'être le seul homme à poser des questions pour la deuxième fois, mais j'aurais aimé avoir votre avis sur un phénomène qui n'est peut-être pas si récent, mais que j'ai découvert en lisant un article ce week-end. Peut-être d'autres l'ont lu, un article sur le fonctionnement interne de l'UNEF. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais j'ai découvert, j'étais assez sidéré qu'en fait, il commence à s'organiser des réunions non mixtes et racisées. Alors, racisées, c'est un peu en dehors du sujet, mais au sein de l'UNEF, il y a des groupes de travail, des réunions où, par exemple, on va réunir un exemple simple, enfin, les femmes noires et les femmes blanches, les hommes noirs, les hommes blancs ne seront pas invités. Et il y a toute une argumentation, il y a des gens qui sont favorables à ça, qui pensent, moi je dirais prétendent, que ça permet d'avancer plus vite sur les problèmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me paraît... Voilà. Alors, en fait, c'est une vraie... effectivement, alors, ça peut paraître un recul par rapport à une égalité où tout le monde est ensemble, etc. Quand on travaille sur les rapports de pouvoir, nous, on le voit très fort. Une classe d'étudiantes et d'étudiants, les étudiants, c'est ceux qui vont parler, et les étudiantes, elles vont moins oser prendre la parole. Donc, vous voyez, quand on parlait d'intersectionnalité, blanc, noir, etc., c'est la même chose. Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que si problème il y avait, le problème, ça serait si c'était toujours, en fait, des moments séparés. Qu'il y ait des moments où, effectivement, il y ait des assemblées non mixtes, non racisées, ou racisées, etc., et après, des moments où tout le monde se retrouve, moi, je ne vois pas où est le souci, en fait. Vous voyez, si ça peut permettre... je me souviens que tout au début où je travaillais en études de genre, je m'étais inscrite à un colloque, et c'était un colloque en Angleterre. Et donc, c'était un colloque d'études de femmes, pour le coup, non mixte. Voilà, pas d'hommes. Et moi, au début, j'y étais allée en me disant, quand même, comment on va faire avancer, si on parle contre nous, etc. Et puis, donc, le colloque, il durait 3 jours. C'était à Leeds, en Angleterre. Et puis, la dernière journée, c'était l'Assemblée générale. Et puis, elles ont dit, il avait lieu tous les 2 ans. Puis, elles ont dit, comme à chaque fois, on va remettre la question, c'est-à-dire que la question, chaque 2 ans, elle était débattue. Et la raison qui était donnée, et c'est vrai que ça avait... donc, c'était débattu, non, il faudrait... et c'était, par exemple, à un moment, il y avait une session sur l'avortement. Et en fait, il y a des femmes qui ont dit, moi, s'il y avait eu des hommes, j'aurais pas parlé de mon avortement. Donc, vous voyez, qu'il y ait des espaces de... Après, toutes les profs de fac, elles repartaient dans leurs universités où elles avaient leurs collègues masculins. Puis la plupart des colloques, ils sont mixtes. Mais qu'il y ait des espaces où on essaye de désamorcer les rapports de pouvoir qui font qu'effectivement, quand on est un homme, quand on est blanc, quand on est hétérosexuel, on a plus de pouvoir que quand... Mais encore une fois, tout se combine, comme je disais tout à l'heure, que quand on est une femme, quand on est noir, quand on est homosexuel, etc. Donc moi, ça me choque pas, qu'il y ait des réunions comme ça, où il y a des choses qui peuvent être dites qui seraient peut-être pas forcément dites, et après, en revanche, remise en commun, etc. Apparemment, ça se développe, non? Oui. Merci. Une fois de plus, je prends pas trop, c'est pas trop mon rôle non plus, je me permets de... Si, non, mais il n'y a pas de rôle à signer, pour le coup, on a déconstruit les rôles, alors... Je me permets aussi de... Tout à fait, oui. Pour un monsieur, c'est qu'en fait, il y a un problème, moi j'observe, parce que étant une femme blanche, j'ai pas le point de vue, par exemple, vous évoquez de la couleur de peau, par exemple, de la division de couleur de peau, moi j'ai pas ce problème, mais typiquement, quand je subis du sexisme, je subis pas un sexisme raciste. Et je peux pas exprimer je sais pas ce que ça fait de subir un sexisme raciste. Donc je pourrais pas en parler, je serais pas placée pour, j'aurais pas des opinions qui pourraient faire avancer le débat pour proposer par exemple des mesures à prendre pour désamorcer ce problème de sexisme-racisme. Pour le sexisme en soi, je le subis, donc je peux en parler, mais le sexisme associé en plus à du racisme, je ne le connais pas et je ne peux pas en parler. Donc je pense que c'est pour ça que c'est important que des gens se réunissent entre eux pour en parler et de gens qui savent de quoi ils parlent. Mais pourquoi limiter, pourquoi exclure d'autres personnes que vous avez écoutées simplement et apprendre? Oui, mais après, je pense qu'il y a des moments de... Oui, après, il y a des moments de remise en commun. Oui, pour aller dans le même sens.
intéressant ce que vient de dire la jeune fille. Je pense qu'il y a un moment où, quand on est opprimé, qu'on soit femme, qu'on soit noir, qu'on soit je ne sais quoi, on a besoin de se retrouver entre soi. Et pour avoir vécu quand même les grands moments du mouvement Libération de la femme dans les années 70, au départ, c'était des groupes non mixtes. Oui. Parce que c'était un besoin de pouvoir s'exprimer entre femmes de problèmes de femmes. Et après, là je suis d'accord avec vous, il faut pouvoir mettre en commun. Mais je pense que c'est une tendance assez naturelle, quand on se sent opprimé à un moment donné, quelle que soit la raison pour laquelle on l'est, on a besoin de se retrouver entre soi pour pouvoir dire, mettre sur la table tout ce qui préoccupe. Très rapidement et par solidarité masculine avec monsieur. Non, moi c'est pas tellement une question et c'est pas tout à fait dans le dernier sujet, c'est juste pour vous dire, j'avais l'intention de vous demander d'ajouter dans les moments que vous avez énumérés pour la définition, d'ajouter peut-être le moment médical, c'est-à-dire ce dont vous avez parlé tout à l'heure, l'indétermination sexuée. Moi, j'ai une amie qui est endocrinologue, qui travaille précisément sur ces questions-là, qui nous a fait une fois un très brillant exposé sur les questions d'identité, où elle montrait par contre la difficulté de sortir de ces schèmes imposés par la force sociale, comment, même lorsqu'il y a des déterminants de sexualité qui s'expriment, le sexe imposé par la norme sociale était parfois plus fort que les caractéristiques physiques. Tout à fait. Peut-être le mot de la fin? Une dernière question, alors C'est pas une vraie question, c'est un commentaire, parce que j'ai entendu, madame, j'ai assez l'âge aussi pour avoir vécu 68, et à l'époque, on s'est retrouvés entre femmes, justement, parce qu'il fallait qu'on s'explique entre nous ce qu'on vivait, mais pas uniquement par rapport à nos problèmes de femmes, par rapport à nos problèmes de femmes vis-à-vis du reste du monde, de la société. Et moi, je pense, il me semble, que ce serait peut-être judicieux que les hommes les hommes pourraient aussi avoir des groupes de travail d'hommes pour s'exprimer sur les questionnements qu'ils ont par rapport aux éléments de domination. C'est vraiment la dernière question. C'est pas une question en fait, c'est juste pour c'est bien. Ils sont assez minoritaires, mais il existe en fait de plus en plus de groupes non mixtes constitués uniquement par des hommes qui justement se posent des questions sur qu'est-ce qu'ils ont eux-mêmes intégré des représentations et des rapports de domination par rapport à la femme, qu'est-ce qu'être un homme, ils se posent des questions aussi sur la masculinité, et voilà, du coup, c'est minoritaire encore, mais ça émerge de plus en plus, et je pense que c'est important qu'ils puissent aussi prendre part à cette question. Bien sûr. Mais ça revient, enfin, tout à fait, et c'est exactement ce que je disais quand je concluais en disant qu'il faut réfléchir sur le système, en fait, et que, on est tous dans le même bateau, quoi, et c'est réfléchir à l'ouverture de l'éventail des possibilités pour tout le monde. Hein, Je ne vais plus être crédible à force de dire que c'est la dernière question, mais je ne peux pas frustrer. Je vais compléter la solidarité masculine. Est-ce que vous avez étudié vous ou vos collègues le vocabulaire juridique ou les décisions des tribunaux sous ce rapport-là? Je crois avoir lu il n'y a pas très longtemps qu'il y avait un citoyen français avait demandé à ce que sur sa carte d'identité nationale soit mentionné le sexe, parce qu'il y a une identité sexuelle, n'est-ce pas, soit mentionné le terme neutre. Je crois que la Cour de cassation, je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je raconte, on complétera ça, je crois que la Cour de cassation a dit qu'elle ne pouvait pas, parce que dans la Constitution, ou dans je ne sais plus quel texte fondamental, cette catégorie-là n'existe pas. Or, ce que vous avez dit, la marge n'est peut-être pas si large que ça. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que la marge, on doit la raboter et dire de toute façon, c'est homme ou femme et il n'y a pas de milieu. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais dans ce que vous avez dit, vous avez tout dit, c'est que la Constitution, elle n'est pas tombée du ciel, elle a été écrite
par des hommes, généralement, et à un certain moment de l'histoire. Et si ces questions-là, donc effectivement, vous avez raison avec cette personne-là dont vous parlez, et il y avait une grande attente, justement, dans les associations de personnes intersexuées, parce qu'il y a des pays où ça existe, en fait, le troisième, enfin, la possibilité dans l'état civil de remplir une troisième case, en fait. Et si ça vous intéresse, il y a un petit livre qui se lit, alors c'est un conte philosophique, donc ça se lit comme les contes de Voltaire, ça s'appelle Sexus Nullus, et c'est écrit par un philosophe, c'est sorti il y a 2 ans, un philosophe qui s'appelle Thierry Hauquet, H-O-Q-E-T, et Thierry Hauquet, il imagine, alors c'était juste avant les élections, il imagine en fait un candidat, alors je ne sais plus comment il s'appelle son candidat, qui arrive avec comme seul mot d'ordre suppression de l'état civil. Voilà, suppression de cette bicatégorisation monsieur-madame, enfin homme-femme. Et en fait, chaque chapitre, donc ça fait peut-être 60 pages un livre, et ça se lit vraiment, c'est super quoi. Et chaque chapitre, il va rencontrer une catégorie professionnelle. Donc il rencontre les médecins ils disent, bah, de toute façon, voilà, nous ça fait bien longtemps qu'on sait qu'il n'y a pas homme-femme et qu'il y a XXY, machin truc et tout, donc pas de souci. Il rencontre les juristes, et les juristes, pareil, disent, mais non, il n'y a pas de problème, en fait, une société, on n'a pas besoin d'avoir... Et en fait, il rencontre comme ça, donc vous voyez, chaque chapitre, c'est une profession qui pourrait être affectée par le fait de ne pas avoir la binarité. Et en fait, le chapitre où il y a l'opposition, ce sont les féministes. Et alors, pourquoi et on comprend bien. En fait, les féministes, elles expliquent que, et c'est vrai que c'est un vrai enjeu entre moyen terme et long terme, elles expliquent que leur but, enfin elles et ils, leur but, c'est l'égalité entre hommes et femmes. Donc, pour avoir l'égalité entre hommes et femmes, il faut bien pouvoir mesurer, en fait, qui est homme et qui est femme. Il faut bien que je puisse avoir des statistiques disant, bah, les femmes, elles sont payées autant et les hommes sont payés autant, voyez, etc. Et donc, les féministes, elles disent, mais non, mais si on nous enlève homme-femme, on ne peut plus, en fait, mesurer le rattrapage. Et le livre, il est super, quoi. Enfin, vraiment, il est à la fois très agréable à lire et puis il fait vraiment réfléchir. Pour moi, c'est vraiment un conte philosophique contemporain, en fait. Voilà. Merci. Merci. Merci à toutes et à tous.